Salut, si tu es un militant politique forcené, ce zapping acide et apartisan n'est pas vraiment fait pour toi. À bon entendeur. Bon visionnage. La France entière est un pays de veaux. La France entière est un pays de veaux. Regardez notre époque, regardez-la en face. Et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. À chaque fois, c'est les méchants nationalistes contre les gentils progressistes. Vous savez, moi j'ai perdu ma compagne d'un cancer et il y a un moment donné où on m'apprenait régulièrement qu'il y avait un progrès dans le cancer. Donc le progrès, c'est pas forcément une bonne chose. La méchante Le Pen et la méchante extrême droite contre le gentil Emmanuel Macron qui va en faire le rempart. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Hello everybody, hello tout le monde. Ça y est, c'est les dédicaces. Chaque fois qu'il y aura un duel entre l'UMP et le Front National et que les socialistes seront écartés, moi en tout cas la position que je défendrai, c'est de faire barrage au Front National. Martine Aubry a été très claire vis-à-vis du Front National. Oui, l'objectif c'est de faire barrage au Front National. Se mobiliser, non à l'extrême droite, non aux ambiguïtés de la droite, oui au rassemblement de toute la gauche et au-delà de tous les républicains. Nous appelons à faire barrage partout au Front National. On veut faire barrage au Front National et on appelle à voter Emmanuel Macron. Là, le castor joue un peu un rôle d'espèce parapluie, justement, grâce à sa présence, à la création d'un barrage. Grâce à lui, dépend la présence de plein d'autres espèces qui ne seraient pas présentes si le castor n'avait pas construit son barrage. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Les Républicains ont perdu énormément d'électeurs. Il y a presque 30%, 27% des électeurs de Fillon qui ont voté aux européennes qui sont partis chez Macron. Et il y en a presque 20, 18% exactement, qui sont allés chez Marine Le Pen. Les Républicains se sont fait siphonner des deux côtés et Macron a bien réussi son pari. Ne vous dispersez pas. Restez unis. Restez déterminés. Croyez-moi, votre force va compter. La France en a besoin. Il n'y a personne. Hasta la vista, baby. Petite pause du zapping. C'est le moment pour le prêtre de communier. Il mange le pain, devenu le corps du Christ, et boit le vin, qui est devenu son sang. Puis, avec ceux qui sont envoyés pour donner la communion, il... Viens te chercher chez moi, Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Il y en a plus pour longtemps. Reprise du zapping. Ceux qui savent que c'est une élection européenne qui se joue, et que c'est le destin de l'Europe qui se joue là, et que si vraiment les populistes gagnent, ou s'ils remportent une demi-victoire, eh bien pour l'Europe que nous laisserons à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est une très mauvaise nouvelle. J'ai vu l'image, là, on voit sa main gauche. On voit pas la main droite qui a du sang sur la main. Si, demandez aux Libyens, demandez aux Irakiens, demandez à plein de peuples qui ont reçu les bombes dont il estimait qu'elles étaient philosophiques. C'est-à-dire cet homme n'imagine pas le mal qu'il peut faire en faisant de la politique politicienne, en défendant l'Europe, l'Europe libérale, l'euro, l'argent, le marché, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a une marche des mutilés, des gilets jaunes qui ont été mutilés par de la répression dans les manifestations auxquelles ils participaient. Est-ce que vous regrettez ce qui a pu se passer? Est-ce que vous leur présentez des excuses pour les blessures dont ils ont été victimes? Écoutez, je ne présente pas d'excuses, je m'en remets à la justice de mon pays. L'intervention que j'ai reçue, c'était pour me retirer l'œil et pour me poser la prothèse. Donc, je commence à en avoir marre un peu des hôpitaux, quoi. J'ai pas demandé ça et... On demandait simplement d'avoir la baguette moins chère et puis l'essence moins chère. Et on se retrouve que nos vies ont totalement changé, on se reconnaît pas. C'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça. J'arrive plus à m'accepter moi en tant que moi. Et pourtant, j'ai pas été défigurée en fait. J'ai pas perdu un membre, je suis pas défigurée. Ma cicatrice, elle est cachée à moitié par mes cheveux. Mais on a du mal à se reconstruire. Il faut accepter ces mutilations.
Il faut surtout ne pas rendre acceptable le fait que l'on puisse s'en prendre à des policiers, aux institutions de la République de manière violente pour exprimer des convictions, mais quelles sont ces convictions? C'est encore plus compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir, puisque je vous le rappelle, cette manifestation n'était pas déclarée, il n'y avait pas de parcours. Oula, à l'instant, une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de confusion en centre-ville. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche 26 mai, on vote. Ce sera la première fois que l'on vote depuis qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont arrivés au pouvoir. Le sentiment qui domine dans le pays, avec le mouvement de contestation populaire que l'on connaît depuis plus de 6 mois, c'est la colère. Et celle-ci va s'exprimer lors du vote du 26 mai. On ne voit pas pourquoi elle ne se traduirait pas politiquement. Vous êtes allé voter ou pas dimanche? Bien sûr que non. Ils ne votent jamais. Pourquoi? Toujours. Parce que ça sert à rien, vous avez bien vu. Macron avait dit j'en fais une affaire d'État, il faut absolument que je sois le premier. Il n'a pas été le premier, il était le deuxième. Il nous dit quelques heures après, ça ne change rien du tout, on ne change pas le Premier ministre, on ne dissout rien du tout. La vérité, c'est qu'on nous rejoue le second tour de l'élection présidentielle. Et beaucoup d'entre vous s'étaient sentis piégés lors de cette échéance électorale. Donc il ne faut pas laisser ce piège se jouer à nouveau. Il est clair que pour nous, le Front National est un danger pour le monde du travail, parce qu'il ment aux salariés, parce que lui, lorsque nous étions mobilisés contre la réforme Sarkozy pour la défense de la retraite à 60 ans, il nous traitait de gréviculteurs, d'émeutiers, et que chaque fois qu'il y a eu des mobilisations pour des progrès sociaux, l'extrême droite, elle, était là contre nous. Dans la loi de sécurité intérieure, vous avez gravé des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Dans votre loi fake news, vous avez restreint la liberté de la presse et la liberté d'expression. 3000 blessés, un décès, 396 blessures graves. Vous avez été élu au second tour pour l'essentiel, car certains ont cru qu'en votant pour vous, on défendait les libertés fondamentales contre une candidate. Et vous faites aujourd'hui une sale besogne que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. T'as vu? Lui, c'est un vrai opposant à Macron et en plus, il soutient les gilets jaunes. Ah oui, c'est sûr. T'as vu comment il a engueulé Castaner? Waouh, non vraiment, je suis impressionnée. En cas de second tour Macron-Le Pen en 2022, il se gardera de revoter pour le dictateur et borgnir comme en 2017. Cette fois, c'est évident. À fond. Comme ça, il pourra s'abstenir. Ou voter blanc, comme il déteste les rassemblements nationaux. Super cool. Et vous, votre assurance vie, c'est Monsieur Chenu. Ça vous va? Vous faites 20, ils font 22, on se tire la bourre, on sera au second tour. Et vous dites, il y aura toujours des gogos, y compris des gens comme Corbière, qui iront mettre un bulletin pour soutenir Monsieur Macron parce que je n'aime pas l'extrême droite. Mais c'est une folie. C'est une folie. Et vous mettez le pays en danger. C'est-à-dire que vous ne le ferez plus. Non, c'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. Mais on le voit bien. Mais non, mais c'est pas ça. C'est l'idiot utile du système, il le refera. Vous voyez, c'est ça qu'il veut. Il est l'assurance vie de Monsieur Macron. Tous les deux. Pourquoi vous avez décidé de donner votre collier d'immunité à Manu Croncron? J'espère ne pas m'être trompé en lui remettant, parce que moi c'est sincère ce que j'ai prouvé. Pour Manu. Alex. C'est bête ou quoi? Faut que je te dise quelque chose. Je t'ai complètement berné. Petite pause du zapping. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République en marche. Tu es de trop, Ah bon, ben je m'en vais. Alors, si je suis de trop, messieurs, tu Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard. Tu traites connard. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. C'est pas ça l'important. Pourquoi moi j'ai pété les plombs? Mais qu'un type d'extrême droite me dise vous êtes de trop, c'est trop. Et je n'accepterai jamais. Hein, il peut dire tu es un imbécile, tu es un idiot, un traître, ça m'est complètement égal. Je suis Paul Macron. Mais tu es de trop. Dans l'histoire, on connaît le peuple qui était de trop. Reprise urgente du zapping avant que ça dégénère. Je vous dis que c'est un échec pour nous, c'est un résultat qui est extrêmement décevant, qui n'est ni à la hauteur de nos attentes et ni de nos efforts, parce que nous avons le sentiment ce matin d'un puissant décalage entre la campagne que nous avons menée, plus de 10 mois de campagne, avec un programme qui a été mis en circulation depuis 10 mois. Le résultat de ce soir qui marque, je crois, un pas de plus dans la crise politique que connaît notre pays. Elle se matérialise par une forte abstention. Manon Aubry, la résultante d'un phénomène antérieur. Jean-Luc Mélenchon a fait la plus belle campagne de sa vie en 2017. Ah, tout à fait. Il est passé à ça du Absolument. deuxième tour. Alors après, il avait deux choix. Soit il suivait ses meilleurs conseillers,
des gens comme Georgi Kuzmanovic, des gens comme François Koch, des gens comme Charlotte Girard, qui lui disaient « il faut persévérer dans le populisme de gauche ». Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il est allé même jusqu'à théoriser la rupture du clivage gauche-droite. Or, là, on est revenu, le choix même de Manon Bry, c'est le choix de quelqu'un qui vient de l'UNEF, qui a été Oxfam, qui a un truc sympa à gauche, qui elle-même, comme tu l'as dit, tu l'as dit, elle a immédiatement, son premier interview, elle dit « je ne vais pas attaquer la gauche ». Il ne te reste que quelques étapes à franchir. L'Union européenne, c'était déjà fait, vu qu'il y avait le plan A, plan B, et cette équipe-là, je dis peut-être pas Mélenchon lui-même, mais cette équipe-là, était prête à mettre le plan B, c'est-à-dire la sortie en route. Deuxièmement, arrêter avec les gauchistes punk à chiens qui insultent la France à longueur de journée. Surtout pour un Jean-Luc Mélenchon dont tous les gens qui le connaissent en privé savent qu'il a une adoration pour l'État royal français. C'est pas du tout le gauchiste punk à chien que certains imaginent, très loin de là. Malheureusement, la pensée mélenchoniste à laquelle j'ai adhéré, de la France indépendante, d'une république ferme face au communautarisme, d'un combat social fort, aujourd'hui, je pense, est minoritaire au sein de la France insoumise et même ultra-minoritaire au sein de la gauche. On ne parle pas de souverainisme. Lorsque j'ai parlé de souverainisme, on m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas en parler, notamment des députés nationaux. Je trouve ça sidérant qu'on puisse ne pas être souverainiste. Un souverain, c'est quelqu'un qui est maître chez soi. Chez moi, je suis souverain. Ne pas vouloir être souverain aujourd'hui, ça veut dire qu'on est vassal, qu'on est esclave. Pourquoi vous avez les mains comme ça? C'est parce que vous travaillez beaucoup? Oui, c'est pour ça. Parce que je travaille beaucoup, elle me traitait comme une esclave. Soit, et ça c'est les indigénistes qui lui ont dit ça, à l'époque épaulé par Thomas Guénolé qui s'est auto-éjecté de la liste après, qui lui ont dit non, 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 les européennes, c'est pas le peuple qui y va, c'est les minorités agissantes, donc on va faire une collection de minorités, on va parler aux Noirs, aux Arabes, aux machins, truc. Ça c'est la bande à Obono, c'est la bande à Clémentine Autain, c'est toute cette bande-là, Clémentine Autain qui a quasiment demandé hier soir la tête de Jean-Luc Mélenchon. C'est ces gens-là qui ont mis Mélenchon dans la position où il est, qui ont forcé les souverainistes à partir. J'ai remarqué ces différents derniers mois, dernières semaines, des dérives communautaires, indigénistes. J'ai remarqué que Daniel Obono, député LFI de Paris, avait participé aux 10 ans du Parti des indigènes de la République, qui, comme vous le savez, est plutôt communautariste, avec des réunions non mixtes, etc. Vous avez dit respecter Ouria Boutelja, qui s'est pourtant singularisé par des initiatives et des déclarations racistes et antisémites. Je respecte la militante antiraciste, et avec qui... Et vous considérez que c'est une militante antiraciste? Bah oui, moi c'est... Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, tout récent, Les Blancs, les Juifs et nous, je cite, « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme. » C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. J'ai remarqué chez des syndicats de gauche, comme l'UNEF par exemple, qui expliquait suite à l'émotion nationale après l'incendie de Notre-Dame que c'était un délire de blanc. Ça m'a paru quand même assez affligeant d'avoir le concept des races remis sur la table par la gauche. Quand vous entendez cette parole de l'UNEF qui dit c'est un délire de blanc, c'est bien. C'est eux qui racisent le débat. Mais oui, mais quand la France insoumise veut se faire le rassemblement de la gauche, cette personne-là, quand elle tweet ça, il me semble pas que la gauche ait hurlé comme vous le faites en ce moment. Et il se trouve que votre indignation est quand même assez sélective et qu'à gauche, quand il y a des rassemblements interdits aux blancs ou interdits aux hommes, etc., on vous entend pas, quoi. Mais les rassemblements interdits aux hommes, c'est des choses qui ont existé dans le mouvement féministe. Je sais que ça vous est étranger au début des années 70 et après 68, effectivement. Si convergence de lutte il y a, c'est au niveau des peuples, c'est au niveau des résistances populaires, au niveau des résistances des peuples, pas au niveau micro, entre la CGT ou les Gilets jaunes qui vont s'allier à la banlieue, etc. et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, dans nos banlieues en France, beaucoup de gens se sont trop longtemps laissés matrixer par une idéologie spéculative, mortifère et athée que constitue à mes yeux, que ce soit le communisme ou le socialisme. Du syndicat Sud? Exact. Le même syndicat qui organise des ateliers interdits aux Blancs? Non, on parle pas de ça là. Pourquoi on parle pas de ça? Vous êtes gêné? Non, c'est pas que ça me gêne. C'est nos camarades de l'éducation dans le 93 qu'on fait une réunion entre guillemets entre. On a enlevé les guillemets, interdits aux Blancs. Non, mais non, entre racisés, au même titre qu'il y a des réunions, par exemple, entre femmes. Moi, ça me choque pas. Vous n'avez pas honte? Non, moi, j'ai pas à avoir honte. Moi, je pensais que vous veniez plutôt me poser des questions sur les Gilets jaunes et pourquoi la présence des syndicats devrait être avec eux. En effet, durant la période des indépendances, le marxisme et le communisme des années 60, il y avait un logiciel de souverainisme, d'autodétermination, réel. Mais il y a une réalité
que l'on constate aujourd'hui, c'est que depuis l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré complètement dans le logiciel du globalisme néolibéral de manière générale, même s'il est contre un néolibéralisme économique, il est pour un néolibéralisme sociétal. C'est pas Rokhaya Diallo ici. Qui a choisi Manon Aubry là? C'est très simple, c'est le comité de la France Insoumise qui était dans les mains de Bompard, de son omnipotent directeur de cabinet qui lui voulait verrouiller la campagne et ne pas poursuivre l'aventure populiste du programme qui était le programme de 2017, le programme L'Avenir en commun, et donc de revenir sur l'union de la gauche, sur le cartel de la gauche, sur l'oignon de la gauche, parce qu'à la fin, ça va se terminer comme ça, c'est-à-dire que la gauche a tué Mélenchon. Je l'avais dit il y a des mois, j'avais dit Mélenchon soit vivra comme grand leader populiste, soit il mourra à gauche, il aura le cercueil juste à côté de celui de Chevènement, ça fera une très belle assiette. Petite pause dans zapping. Une dernière pour la route, c'est Cédric qui vous pose la question, taquine. Dis-moi Dany, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barricade? Écoute, moi je te dis une chose. D'abord, je lui dis, Cédric, hein. Camarade Cédric, je suis allergique au jaune. Mais pas aux petites filles de 5 ans. Pour des raisons personnelles. Je peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront. L'étoile jaune, j'imagine. Exactement. Alerte, cette pause doit cesser. Je répète, cette pause doit cesser. Ça va beaucoup trop loin. Alors les Verts, maintenant, ils ont fait un très bon score, mais c'est assez fréquent aux européennes. On dirait que les Français croient que, et les Français d'ailleurs beaucoup d'Européens, croient que cette élection est l'occasion d'exprimer des préoccupations écologiques. Peut-être parce qu'elles sont perçues comme pas très politiciennes en termes de politique intérieure. Beaucoup de jeunes non entrés dans la vie active votent écolo. Et cette fois-ci encore, ça s'est vérifié. Il faut dire qu'il y a une véritable propagande permanente sur cette question. Alors évidemment, des gens qui seraient dotés d'un minimum d'esprit critique se diraient c'est quand même bizarre que des médias entre les mains des multinationales fassent la pub du mouvement écolo. On dirait qu'il y a quelque chose qui est pas très logique là-dedans. Cette liste écolo, on sait qu'il y a de grandes chances qu'elle s'allie au Parlement européen avec La République En Marche. Et puis surtout, vous avez une liste qui... représenté par Yannick Jadot, qui n'entend absolument pas remettre en cause l'idéologie dominante qui est le néolibéralisme et donc la nécessaire régulation aujourd'hui des activités économiques et donc la nécessaire sortie des traités européens. Ces gens-là sont un écran de fumée et en réalité on sait qu'ils vont s'allier avec La République En Marche, donc nous ne pouvons rien attendre non plus de ce parti. Ces petits minous, on les aime tant, à tel point qu'un concept assez fou a vu le jour, ça vient du Japon et ça cartonne à Paris. Le bar à chat. Les chats sont en totale liberté à l'intérieur du café, c'est leur maison, c'est leur nouvelle maison. Et les clients sont des visiteurs qui viennent profiter de leur présence en consommant quelque chose. En gros, boire un café en caressant un matou, il paraît que ça fait un bien fou. Quelle humiliation pour Asselineau, fondateur de l'UPR, parti politique qui prône depuis 11 ans la sortie de l'Union européenne. Lui qui se plaint, qui s'est toujours plaint de ne jamais être devant les caméras pour cette élection-ci, on peut dire qu'on l'a quand même bien vu, et cela dans pas mal de débats télévisés sans parler des radios. Et pourtant, c'est un parti dont je n'ai jamais entendu parler, et vous non plus j'en suis sûr, le parti animaliste qui a mis un chat sur son affiche, et qu'on va voir derrière nous, et qui l'a littéralement écrasé en obtenant le double de ses voix. Les souverainistes ont été lamentables, mais alors au-delà de toute expression, avec une guéguerre ridicule, Filippo Asselineau qui a dégoûté une grande partie de leur électorat potentiel. Moi, je connais des gens qui sont allés dans l'abstention à cause de ça. Et quant à Dupont-Aignan, alors lui, il s'est sabordé pour des raisons pas très claires. Son comportement dans cette élection m'a dérouté. Je pense qu'il avait un coup à jouer, et il l'a extrêmement mal joué. Le parti du chat, écoutez bien, a ramassé 455 000 voix et a obtenu 2,23%. Alors ça, c'était à 1h du matin. Et ce gentil miaou n'avait même pas 200 trolls avec 50 profils différents à sa disposition sur Internet depuis 11 ans pour faire croire au tout pareil journalistique que l'UPR est devenu le premier parti de France. Bref, Asselineau battu par un chat, lui qui n'est jamais passé en télé. Pas plus que le chat ne s'était exprimé sur RMC, Sud Radio, devant les caméras des télévisions nationales, considérant que d'habitude ce sont les pauvres chats qui sont écrasés. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand on analyse la situation, ce que veut la majorité des Français n'est possible que si on remet en cause fondamentalement le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire il faut une rupture franche. Où on sort, où on fait péter le truc, mais il faut une rupture franche. C'est évident, absolument évident. Et en fait, les mecs qui ont proposé la rupture franche ont fait moins qu'un parti dont l'argument, en gros, c'est « j'ai un chaton sur mon tract ». Je veux dire, à un moment où il n'y a pas de changement politique possible sans retour à la pleine souveraineté, c'est carrément comique, quoi. C'est ce que je ressens. J'adore les chats, moi. Voilà.
Les trolls font beaucoup de mal à l'UPR, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'ils insultent les gens. Que quelqu'un puisse vouloir donner des leçons de patriotisme à Jacques Sapir, arrêtez. Que quelqu'un aille s'attaquer à Coralie Delhomme, qui, quoi qu'on pense d'elle, est quand même pas une européiste échevelée, si vous voulez, c'est lamentable. Or, j'ai une admiration sans borne pour les militants de l'UPR. Oui, tout à fait. Parce que c'est le meilleur matériel humain du camp patriotique. En réalité, Macron, c'est que le gouverneur de la province France, finalement. Il reçoit des ordres. Il y a énormément de choses comme la privatisation, la dernière loi de privatisation de l'aéroport de Paris, la loi travail sous Hollande, la désindexation des retraites par rapport au coût de la vie. Tout ça, c'est pas Macron qui a fait ça parce que Macron est méchant ou que Hollande a fait ça parce que Hollande est méchant. Tout simplement parce que l'Union européenne en amont a donné des ordres et que quand l'Europe donne des ordres, les ordres doivent être appliqués. C'est un des soucis de l'UPR, c'est que parce que la formation d'Asselineau, c'est le seul qui fait de la formation parmi les partis politiques français, le problème, c'est que ça fait d'eux des intellectuels organiques qui répètent la parole du maître et qui perdent de vue, parfois, le fait que les gens ont d'autres préoccupations que la liberté de leur pays et que, malheureusement, dans les générations Hanouna, eh bien, on a malheureusement une partie des Français qui ont été débilisés. Point. Écoutez, beaucoup me voyaient la liste, je dirais, qui soutient la majorité présidentielle beaucoup plus loin. On passera sur le lapsus, en début de phrase, révélateur de l'implication du chef de l'État dans cette campagne, alors qu'il est tenu à un devoir de neutralité. Je constate que, il y a 5 ans, ils étaient en tête, loin devant toutes les autres forces politiques, très loin devant les forces qui étaient au gouvernement, ça n'est plus le cas. Nous avons contenu leur place et nous avons installé, en effet, l'alternative que les Français ont décidé depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Emmanuel Macron voit dans ces résultats une légitimation de sa politique. Ce qui veut dire qu'il sait que c'est face au Rassemblement national qu'il a le plus de chances de gagner en 2022 au 2e tour. Et Emmanuel Macron veut le Rassemblement national au 2e tour. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il fait monter l'adversaire qu'il s'est choisi parce que c'est celui qui va servir le mieux ses intérêts et c'est lui qui lui garantit le plus de chances de gagner à nouveau la présidentielle en 2022. Il fait partie de la génération qui a compris le 21 avril 2002. C'est-à-dire, vous vous rappelez, Chirac, 82%, élection pharaonique. Et cette génération-là, et particulièrement ceux qui deviendront les équipes de Dominique Strauss-Kahn, parce que rappelez-vous que l'état-major d'Emmanuel Macron, ce sont les anciens Strauss-Kahn Boys, se dit, c'est très simple, face à elle, n'importe qui sera élu. Donc, il faut éliminer toute personne qui pourra soit faire un populisme de droite fréquentable, soit professionnaliser l'image de ce parti pour en faire autre chose qu'une image de PME familiale. À droite, c'est il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on fasse quelque chose, sinon la droite va disparaître. Et à gauche, c'est il n'y a plus de gauche, il faut s'unir pour reconstruire la gauche. Donc comme ils ont toujours pas compris ce qui se passe au niveau politique, c'est bien parti pour continuer sur cette lancée, et ils vont continuer à se plaindre que les méchants du Rassemblement national vont continuer à faire des gros scores, sans comprendre qu'il faut qu'ils regardent hors du cadre de leur petit reflet. Parce que pendant ce temps, la situation va continuer de se dégrader. On va être toujours plus nombreux à devoir se battre pour pouvoir survivre, et à en avoir de moins en moins quelque chose à foutre des questionnements existentiels que connaissent les partis hors sol pour savoir comment renaître et se refaire enfin une santé. La force d'Emmanuel Macron, c'est que c'est plus un parti politique, c'est un syndicat d'intérêt. Ils n'ont pas peur du fascisme, enfin écoutez, tout ceci est du théâtre de boulevard. Ils ont peur de bien pire, ils ont peur qu'on touche à la caisse. Parce qu'ils se rappellent de l'expérience traumatisante du CNPF en 58, parce que la France, malheureusement, a vécu une partie de capitalisme de connivence très tôt, et déjà sous la 4ème République, et ils se rappellent ce que le grand Charles leur avait fait. Et ils n'ont pas envie que quelqu'un leur fasse lâcher le Grisby. Ils ont mis suffisamment longtemps à mettre la main dessus. Oui, nationalisation des banques, etc., etc. Fermeture, vote de la loi juste à 17h, un vendredi, à l'Assemblée nationale pour que les banques ne puissent pas réagir. Voilà, ça c'était le coup tordu que De Gaulle leur avait fait. Si vous voulez, ils ont pas envie de devoir partager ça avec les Gilets jaunes. Elle est sommée de s'expliquer. Alain Milon et Philippe Bas, respectivement président de la Commission des affaires sociales et président de la Commission des lois du Sénat, ont adressé un courrier commun à la ministre de la Santé. Selon un communiqué, tous deux demandent à Agnès Buzyn de faire la lumière sur les accusations de fichage des Gilets jaunes à l'hôpital.
vais demander à Alexandre qu'on fasse le tour de la foire. Il regarde, il me dira dans quelques temps ce qu'il en pense. Et ça me fait plaisir qu'un homme de la sécurité soit venu pour nous expliquer ce qui peut être fait pour la sécurité de la foire du Trône. Parce que c'est notre vie et la foire continue, la fête va continuer. Et merci Alexandre d'être venu. Avec plaisir. Après 2 ans de gouvernement, un épisode extrêmement compliqué avec les Gilets jaunes. Être 1,5 point en dessous du seuil du premier tour de la présidentielle, n'importe quel parti en rêverait aujourd'hui. Le socle de l'électorat de la majorité présidentielle est au contraire consolidé aujourd'hui et ce n'était pas gagné d'avance. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Vraiment, il faut qu'on prenne ça comme un coup d'essai. Le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, il est tout neuf. C'est une erreur. Comme dans n'importe quoi que vous fassiez dans la vie, vous allez commencer par vous planter. Si on en tire les bonnes leçons, ce truc sera positif. En fait, c'est impossible de juger de quelle a été la portée des Européennes sur les Gilets jaunes parce qu'on ne sait pas encore quelles leçons on a d'en tirer. Est-ce qu'on en sort mieux organisé? Est-ce qu'on en sort en ayant cette méfiance systématique de tous ceux qui tirent vers un parti parce qu'on aurait dû les voir venir? Qu'ils avaient avant les élections et qu'ils disaient voter un tel, on aurait dû nous tirer, ressentir, dire bah toi t'es pas gilet jaune, t'es gilet jaune si tu tires dans le sens de on va aller voter tous ensemble, on va s'organiser entre gilets jaunes pour bien voter, pour faire un truc malin entre nous. Depuis mai 2017, moi je suis convaincu qu'on est sur l'autoroute de l'enfer et qu'on a passé la dernière sortie. Maintenant c'est Highway to Hell, je veux dire, il se passera quelque chose quand on percutera le fond. On va juste continuer à glisser jusqu'au moment où on va toucher le fond. Ça va faire mal d'ailleurs, mais c'est comme ça. Nous sommes une race noble et opulente, qui veille à ce que le vigoureux peuple tombe dans une profonde lassitude, qui l'amènera à mieux s'accommoder à l'iniquité. Ce dernier, croyant en l'illusion d'un système politique reposant sur ses épaules, nous combattra, nous le savons déjà, par le biais de requêtes, pétitions et prières. Mais toutes ces initiatives ne se solderont qu'en déception. J'ai l'impression que le résultat, et j'en ai discuté avec d'autres journalistes ce matin, ils me disent que les grands perdants de cette élection, ce sont les Gilets jaunes. Tout à fait. Ils se sont pris une gifle majeure par l'électorat. Ils ont mutilé, handicapé pour rien. Et là, je suis absolument effaré de voir qu'on risque un pas de plus vers la violence maintenant des Gilets jaunes, qui n'auront plus rien à perdre. C'est ça le souci. Parce qu'on le disait tout à l'heure, aujourd'hui la fin de mois pour 16 millions de Français c'est au 15, mais bientôt ça va être au 8. Connaissez-vous l'histoire d'Europe? C'est l'histoire d'une princesse cananéenne, Europe, fille d'Agénor, roi de Tyr. Cette princesse se fait séduire et violer par Zeus, l'ayant approchée sous l'aspect d'un taureau blanc. Le buste féminin représenté sur nos coupures monétaires est donc celui d'une princesse phénicienne violée? Pas de très bon augure tout ça, et le système démocratique actuel le confirme. Le grand problème, c'est que ce mouvement populaire doit rester un mouvement horizontal, doit se réenquister dans le peuple pour devenir un mouvement de résistance longue. Moi, vous m'avez jamais entendu dire qu'il y aurait un grand soir. Jamais. Je vous ai toujours parlé d'une guerre longue. Et là maintenant, ça va être une guerre de position entre le peuple français et une partie de l'élite germano-servile qui est autour d'Emmanuel Macron, et qui ne lâchera pas. Quand vous êtes les vampires d'une société sur 40 ans, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse cracher les dents. Moi, je crois fondamentalement qu'on est toujours plus intelligent quand on fait ensemble que quand on part de son côté. C'est la raison pour laquelle je suis absolument contre une sortie de l'Union européenne. Ensuite, il y a se mettre dos à dos, en fait, pour moi, les eurosceptiques, tout d'abord, ce sont des gens qui sont profondément racistes, qui sont véritablement dénués de valeur.